Alors, Jeffrey Cagne, on vous attend chaque semaine avec beaucoup d'impatience parce qu'avec vous, on se régale à chaque fois. Qu'est-ce que vous avez pour nous au menu aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va parler vraiment des classiques. Donc les classiques de la pâtisserie, c'est, comme je disais tout à l'heure, les Saint-Honoré, les millefeuilles, les tartes citron, c'est tout ce qu'on aime. En fait, tout ce qui nous rappelle un souvenir ou autre. Tout le monde connaît un classique de la pâtisserie. Mais justement, vous, c'est quoi votre classique de la pâtisserie préférée ? Alors moi, j'aime tous les classiques. C'est ça mon problème, c'est pour ça que j'ai des bonnes petites brioches sur les côtés. Je le dis assez souvent. Moi, je suis gourmand, donc moi, c'est le millefeuille et notamment le russe. Et c'est pour ça que j'ai voulu revisiter ce russe avec Philippe Conticini. Et c'est ce que je vous ai ramené aujourd'hui pour... C'est un millefeuille russe. On appelle ça comme ça, non ? Pas du tout. Non. Pas du tout. Alors le russe, c'est un dessert originaire de Pau, exactement au Laurent. Et en fait, en gros, c'est 2 couches successives de dacquoise noisette avec une mousseline au praliné. Ça ressemble un petit peu au Paris-Brest. Ouais. Mais oui, parce que j'ai mis, sans faire exprès, un doigt dedans. Sans faire exprès. Sans faire exprès. Je l'ai mis dans ma bouche. Moi, sans faire exprès, pas, encore j'y une fois. J'allais pas laisser ce bout de je ne sais quoi. Et ça avait un goût de praliné. Ça me faisait penser vraiment au Paris-Brest. moi. C'est vraiment... un peu comme le Paris-Brest, sauf que ce qui change par rapport au Paris-Brest, c'est que c'est une dacquoise noisette et dans le Paris-Brest, c'est de la pâte à choux. La dacquoise, vous pouvez nous rappeler, c'est quoi une dacquoise ? La dacquoise, c'est des blancs montés. C'est un peu comme une macaronade. C'est des blancs montés. Tu dis que des mots, je ne sais pas. C'est quoi une macaronade ? C'est comme une pâte à macarons, en fait. Donc, c'est des blancs montés avec de la poudre de noisette, un peu de sucre, et ça fait une dacquoise. C'est une espèce de biscuit très léger, en fait, c'est ça ? Très léger, un peu sucré. J'aime bien parce que vous êtes honnête, toujours en pâtisserie. Il ne nous dit jamais, je lui dis, c'est pas gras. Oui, si, c'est un peu gras. Il n'y a pas trop de sucre. Il y en a. Oui, mais en fait, il ne faut pas oublier. Vous êtes le seul pâtissier honnête, je trouve. Je suis honnête, c'est une qualité. Et je demande juste autour de la table aux filles, quels sont vos classiques de la pâtisserie française préférés ? Cécile Coumeau ? Moi, j'aime beaucoup la tarte tatin. J'aime tous les desserts, la pomme, les tartes aux pommes, tarte tatin. Voilà, ça, j'avoue. Séverine Pierron. Moi, c'est plutôt l'amandine. L'amandine, j'aime beaucoup l'amandine. Bon, très bien. Et Julia ? Moi, j'aime la pavlova. Mais c'est pas un classique, si c'est un classique, bien sûr. Okay. Et vous, Mélanie ? Moi, je l'ai dit, c'est le Paris-Brest, mon préféré. Je ne sais pas le faire, mais j'adore en acheter dans des très bonnes pâtisseries, comme chez vous, évidemment. Et tu sais comment on fait une tarte tatin ? Je sais non. Je crois que je vais dire non parce que sinon je en fait, tu mets dans le four et tatin. C'est des blagues j'ai bien fait de me taire. Pâtissier. Bon, Jeffrey, est-ce que vous avez une recette simple à faire à la maison ? Alors, une recette simple à faire à la maison, moi je vais partir vraiment sur quelque chose de simple. Tout le monde peut... Alors, je ne vais pas vous dire de fabriquer vous-même votre feuilletage, c'est pas toujours très facile à la maison, donc vous achetez... On ne le saura pas de toute façon. Oui, je me doute. Vous achetez juste du feuilletage que vous cuisez, vous caramélisez. Quoi. Oui, que vous cuisez, que vous caramélisez. On va partir sur un millefeuille, c'est quelque chose qui est assez simple à faire à la maison. Et donc vous faites une crème pâtissière et je vais vous donner cette recette de crème pâtissière que vous pouvez même alléger avec de la crème chantilly ou de la crème montée. Donc pour faire une crème pâtissière, donc vous mettez 300 grammes ou 300 millilitres de lait, une gousse de vanille, vous mettez ça à bouillir. Ensuite, dans un récipient, une bassine ou un cul de poule, 70 grammes de sucre semoule, 30 grammes, de maïzena ou de fécule de pommes de terre ou de fécule de maïs, 6 grammes de sel, 16 grammes de beurre. En fait, vous mélangez bien tout ça. Julia vous écoute pas du tout. Elle est en train de tout manger comme d'habitude. C'est pas. En fait, vous mélangez ça. Donc les jaunes d'œufs. Donc il faut savoir qu'un jaune d'œuf ça fait 20 grammes d'un œuf. Donc c'est 60 grammes de jaune d'œuf. Vous les mélangez avec le sucre semoule. Vous blanchissez. Ensuite vous ajoutez la maïzena ou la fécule de maïs. Blanchissez, vous avez compris Nicolas Baudin, notre réalisateur. C'est bien mélangé avec un fouet. Et ça fait un peu de mousse en fait Une après. fois que le lait et la vanille bouent, vous mélangez le tout ensemble, vous cuisez 2-3 minutes à ébullition, vous mettez le beurre ensuite, vous mélangez bien pour que ça soit quelque chose d'homogène, vous laissez refroidir 2-3 heures, vous remélangez bien pour que ça soit bien lisse et ensuite vous garnissez votre millefeuille, donc 3 couches de feuilletage, un peu de crème pâtissière. Et c'est que de la gourmandise, de l'amour, et c'est très bon. Et comment on fait le dessus ? Parce que dans les pâtisseries, souvent sur la première couche, c'est caramélisé. Voilà, il y a un truc, même on dirait du sucre. Une fois que le feuilletage est cuit, vous prenez du sucre glace, vous en mettez un tout petit peu, vous mettez votre four à 250 degrés. Et en fait, ça va caraméliser juste le dessus parce que vous avez une fine couche de sucre glace et vous le sortez. Alors attention parce que ça peut noircir très vite aussi. Donc c'est quelques secondes, non quelques minutes. Alors c'est vraiment 30 secondes à 1 minute. Il faut surveiller, Il faut surveiller, il faut rester devant.
Parce que si c'est noir, c'est moins appétissant en tout cas. Non. Ça, Allez c'est pas sûr. prendre une douche en attendant Ouais. que ça caramélise parce que ça sera surtout pour vous, j'imagine que les douches durent très longtemps. Oh bah dis donc. Oui, c'est vrai, j'aime bien, je prends des bains, c'est très long. Julia a tout fini. Non, j'ai pas tout fini, il m'en presque, reste ouais. un tout petit peu. Qu'est-ce qu'elle a dégusté exactement? Rappelez-nous, le russe alors, c'était le russe. Donc moi j'ai créé cette collaboration du russe avec Philippe Conticini et la différence c'est qu'on a mis un caramel au praliné avec des noisettes sablées fleur de sel, un strudel noisette, une mousseline au praliné et pâte de noisette. Et voilà, on a essayé de faire quelque chose de très gourmand. C'est très réussi. Hein. Et est-ce que vous avez d'autres adresses que les vôtres à nous conseiller pour les Bien déguster? sûr, alors pas le russe, vous C'est pouvez chez aller vous. à Pau, chez tout le monde, il y a beaucoup de pâtissiers qui font ce russe parce que c'est originaire de là-bas. Moi je le connaissais pas, non, le moi non russe. plus. Hein, ouais. Mais moi j'ai des adresses d'autres produits que j'adore. J'achète souvent des gâteaux basques à Biarritz. J'adore les gâteaux basques. Gâteaux basques, c'est comme un sablé breton avec une crème pâtissière cuite à l'intérieur. On en trouve au chocolat, on en trouve avec de la cerise ou autre. Vous allez chez Thierry Barmas à Biarritz, qui est meilleur ouvrier de France, que j'adore. Et puis après, vous avez des classiques parisiens, notamment, on en a déjà parlé, le Mont Blanc de chez Angelina, le Baba au rhum de chez Storer, et j'en passe et des meilleurs. En tout cas, la province aussi a beaucoup de classiques. Faut pas oublier que le classique, il y en a partout. Et les bons pâtissiers aussi, il y en a partout, Bien sûr, évidemment. bien Merci sûr. beaucoup, Geoffrey. C'est moi qui vous remercie. Oui, merci à vous pour toutes ces astuces de pâtissier qu'on va tenter bien sûr de refaire à la maison, mais vous me connaissez, je vais peut-être pas refaire ça. Enfin, si vous voulez venir à la maison, ça me convient aussi. Merci à vous, Geoffrey. Pas de problème. Vous restez encore avec nous un petit peu. D'autres tendances vont suivre avec nos camarades autour de la table. D'abord, Séverine Pierron qui va nous expliquer comment les jeunes de la génération Z, donc ceux qui sont nés au début des années 2000, manient les messages vocaux. Et il y aura aussi Cécile Coumeau qui a enquêté sur cette mode chez les Quinca et Plus pour les ventes aux enchères. Ça promet un chouette programme encore à suivre sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance continue avec notre trio de chroniqueurs triés sur le volet les meilleurs des meilleurs. Alors évidemment notre taux de glycémie est à son max, on est au taquet grâce au chef pâtissier Geoffrey Cagne. Et tout de suite on va se pencher sur la génération Z avec vous Séverine Pierron, on vous écoute. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de cette tendance qui s'appelle les vocaux. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez certainement remarqué dans la rue ou dans les transports des ados en train de tenir leur portable devant leur bouche, un peu comme s'ils mangeaient une tartine, ou alors le smartphone collé à la perpendiculaire de l'oreille. Alors c'est pas très radiophonique, mais je fais le geste. On voit tout à fait. Moi, Voilà. j'en ai un à la maison qui fait ça tout le temps. Il n'écrit plus. Il ne fait que ça tout le temps. Voilà. Et donc, alors, qu'est-ce que c'est que Bah cette oui. nouvelle mode? Et bien, en fait, c'est une nouvelle manière de communiquer via des notes vocales, qu'on appelle aussi des vocaux. Car oui, vous l'avez remarqué vous aussi, les ados n'écrivent plus de textos. D'ailleurs, qui dit encore le mot texto autour de cette table? Nous, Voilà. Mais c'est pour Vous- ça que mon fils Non, il me pas répond moi. pas. Ah bon, c'est vrai? Voilà, Vous voilà. êtes moderne, Geoffrey, alors? Je suis plus jeune. Ouais, c'est ça. Parce que quand vous essayez d'envoyer un texto, un SMS à votre ado, est-ce qu'il vous répond? Mais jamais, le mien Jamais. Il me répond en message vocal. Voilà. Ouais. Pourtant, ils ont quand même le smartphone vissé à la main. Bah mais oui. non, ils répondent jamais. Donc, alors, qu'est-ce que c'est les notes vocales? Je vous explique. Ce sont de courts messages d'environ 1 minute que vous pouvez enregistrer via Instagram ou WhatsApp ou même simplement avec votre smartphone classique. Et ensuite, vous les envoyez à votre correspondant. Attention, hein, le vocal, ça n'a rien à voir avec le message vocal qu'on laisse sur le répondeur. Bon, d'ailleurs, plus personne ne laisse de messages sur les répondeurs. Si, moi, oui. Faut pas. Non, ça se fait ouais. plus, ça. On C'est- vous répond jamais Mélanie. C'est vrai. Je laisse des messages encore. Bah, il y a des messageries. Oui, mais Je laisse des messages. Quand on reçoit un message sur son répondeur, est-ce que vraiment on a envie de l'écouter? Non. c'est chiant. Bah, s'il Voilà, est trop c'est- long, j'avoue. Non, mais voilà. Ouais. Donc ça ne se fait plus. Souvenez-vous, quand on était jeunes, nous, on s'appelait pendant des heures Bah avec oui. le combiné familial, hein, le fil tiré jusque dans notre chambre. On bloquait la ligne, tout ça. Bon, bah, évidemment, ça c'est fini. Maintenant, il y a évidemment les messages, WhatsApp, tout ça. Il y a tout ça, tout ce que vous connaissez. Mais les ados de la génération Z, ils n'utilisent plus tout ça. Ils s'envoient parfois jusqu'à des dizaines de Ouais. vocaux par jour, Sans jamais écrire en fait. sans jamais écrire une ligne. Mais alors pourquoi ils tiennent leur smartphone là comme ça devant Comme leur une visage? tartine, là. Ouais. Eh ben parce qu'en fait, le micro du smartphone se situe en bas de l'appareil, donc ils Ah. le tiennent près du visage. Ça comme explique le côté tartine. Voilà, c'est Eh comme oui. ça. Pour être près de là où il y a le son qui rentre. Tout quoi. à fait, Hein, c'est comme ça ils enregistrent directement dans le micro, être bien en face du micro, un peu comme nous. Alors j'ai rencontré Emma, 19 ans, qui est comme toutes les ados très friande de ses notes vocales. Elle en envoie jusqu'à 30 par jour à sa meilleure copine Lucille. Bon, elle m'a dit que les SMS et les coups de fil, c'était vraiment pour les vieux. Et elle nous explique pourquoi elle préfère faire des vocaux à des textos. C'est plus rapide, ça permet de pouvoir dire ce qu'on pense vraiment plus clairement que par écrit.
Parce qu'on a la flemme d'écrire un peu. Voilà, en fait, c'est juste qu'ils ont la flemme. Le mystère de tout ça, c'est juste la Voilà, flemme. la grosse derrière, flemme. ouais. Bon, en fait, je plaisante, mais nos ados sont pas juste fainéants, ils sont aussi créatifs. Ce qui est intéressant avec ces vocaux, c'est qu'avec ce type de conversation, on a l'impression d'un direct, mais en différé. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Expliquez-nous alors. Alors, le vocal instaure une forme de proximité, presque d'intimité avec son interlocuteur. Les ados que j'ai rencontrés m'ont expliqué que, par exemple, quand elles draguent un mec, jamais elles lui enverront un vocal direct, parce que c'est trop la honte d'avoir sa voix enregistrée, parce que c'est trop intime. Alors, on fait comment alors? D'abord, on échange des messages, alors ça peut être des DM sur Insta, ce genre de truc, et quand on est déjà un peu plus... Des DM, c'est des messages privés sur Instagram. Hein, ouais, c'est ça direct message, et une fois qu'on est un petit peu plus à l'aise, on envoie le vocal, parce que là, on peut plus draguer, on pose sa voix. C'est déjà l'étape de plus, quoi. Voilà, hein, On peut c'est ça. moduler sa voix. Voilà. On peut remplacer les 3 petits points par des comme ça. Moi, je reçois des vocaux directs. Hein. C'est vrai? Ah ouais, direct. Vous en recevez, vous? Ouais, ouais. D'accord, mais c'est Ouais. votre femme en même temps, c'est pas. Est-ce que tu peux acheter une baguette? Alors, ce qui peut être assez compliqué, c'est que les vocaux s'accumulent quand même. Ça prend du temps d'écouter, ça prend du temps. Bon, pour nous qui sommes peut-être un peu plus âgés, ça semble être une gestion assez compliquée. On se dit pourquoi pas un texto, c'est beaucoup plus rapide. Non, ça, les textos, c'est fini. Ils n'utilisent pas. Ou alors juste pour écrire, par exemple, OK, oui, non. C'est Je sais vrai, pas si vous recevez j'ai ce que genre de ça de mon SMS. fils, moi, j'ai moi, une belle ouais. fille, elle me répond uniquement comme ça. Et alors, sinon, un intérêt aussi assez particulier du vocal, c'est que le message reste mystérieux avant. Enfin, il faut l'écouter pour savoir de quoi ça parle. Alors que voyez. le texto, on voit direct de Voilà. quoi il s'agit. Voilà, donc il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant ici. Et puis enfin, le vocal, et là c'est vraiment la différence entre le texto et le vocal, c'est que quand on enregistre notre vocal avec notre micro en face du visage, notre tartine là, eh ben on peut continuer à regarder, à lire les notifications qui s'affichent sur l'écran, les likes, les messages qu'on reçoit. Voilà, on peut. Alors, On peut multidraguer en fait. parce que si on a le combiné comme ça, parce qu'on pourrait enregistrer le Du vocal coup, ils comme ça. n'envoient même plus de emoji En en fait, ils SMS. sont comme ça, hein mais ils peuvent liker en même temps qu'ils enregistrent, vous voyez. Séverine, c'est fini les emojis du coup avec tout ça? Alors moi, ma belle-fille m'a dit les emojis, elle n'en utilise pas parce qu'elle trouve que C'est c'est truc pas de vieux, non? un peu. Ah mince, je croyais que c'était le seul truc Ouais, moderne non. que je faisais, mais non. Et vous savez ce que je fais? Est-ce que vous pourrez demander à votre belle-fille si c'est ringue ou pas? Moi, je dicte mes textos. Oui. C'est bien ça. Ah oui, alors non, ça c'est complètement L'ultra ringue là. Ouais, je pense que c'est ringue. Non, C'est ça, ringue. Je le fais aussi, hein, mais bon, voilà, c'est pour ça que c'est ringue d'ailleurs. Mais bon, ce qui est intéressant C'est et ça que je cool. vous vois faire. Vous enregistrez pas des vocaux, vous dictez des textos. vous. C'est idiot, non? Je vous vois faire un peu avec la Bah oui. tartine de temps en temps. mais Regardez. En fait, c'est pas pour envoyer des vocaux. Regardez, j'en fais un là. Ouais. Chérie, peux-tu ramener une baguette ce soir? Et vous lui envoyez un Oui, bon mais alors, vieux texto. mais Julia, vous pourriez envoyer directement un vocal. C'est ce que font. Voilà. Ouais. Vous appuyez sur enregistrement. Je Vous vais avez faire voilà une fonctionnalité. Quoi lui envoyer, il va ramener une baguette. C'est génial. Ah ouais? Voilà. Bon, ce qui est intéressant quand même, finalement, pour conclure, c'est Eh, que le texto est parti, c'est trop tard. c'est que nos jeunes sont complètement multitâches. Est-ce que nous, on est un petit peu moins, voilà, parce que nous, on est vieux, quoi. Mais on Très va s'y bien. mettre, hein, Mélanie, Ouais. pour Moi, que nos moi, enfants je suis nous pas sûre. répondent Je suis- enfin. je suis vieille. Moi, je ça vais le m'intéresse rester. beaucoup. Merci Séverine. Merci Franchement. Séverine pour cet éclairage. On va tout de suite basculer vers une autre génération, les quinquas et plus. Ça, c'est avec Cécile Coumeau. Alors Cécile, aujourd'hui, vous allez nous parler argent, patrimoine, parce que nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir estimer nos biens. Chez les quinquas et plus, les ventes aux enchères, c'est très tendance. Oui, ça c'est pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est quand même plutôt à partir de la cinquantaine que les greniers commencent à exploser et qu'on se dit mes enfants ne vont rien faire de tout ça, donc est-ce que j'ai pas intérêt à vendre? Deuxième raison, c'est qu'il y a des émissions de télé, le succès de ces émissions a démocratisé le recours au commissaire-priseur. Et enfin, il y a l'effet confinement. Je sais pas vous, Mélanie et Julia, mais moi j'en ai profité pour faire le vide, le tri dans mes placards, ma cave, Au mon moins grenier. 8 sacs poubelles sont partis, je crois. Voilà. Et parfois, bon, c'est pas mon cas, hein, on trouve des pépites, ou en tout cas ce qu'on croit être des pépites. Ah, quoi. ça, c'est bien une occupation ringarde. hein. Par exemple, moi, j'ai un vieux tableau chez moi et ça fait longtemps que j'ai envie de le faire estimer. Comment je peux faire alors? Alors, vous pouvez aller chez un antiquaire, par exemple, mais pas sûr qu'il soit expert en tableau, par exemple. Vous pouvez aussi le faire en ligne. eBay, par exemple, a mis en place ce service depuis un an. Ensuite, vous pouvez consulter un vrai commissaire-priseur. Dans tous les cas, il faut le savoir, l'estimation de votre bien est gratuite. Ça ne coûte stade-là, rien, c'est gratuit. d'accord. Et des commissaires-priseurs, il y en a un peu partout en France. Et en plus, ils viennent à votre rencontre. Pour comprendre comment ça fonctionne, alors moi, j'ai tapé à la porte d'une maison de vente aux enchères qui s'appelle Rossini, parce qu'elle organise notamment des sessions d'estimation
juste à côté de chez moi. Et donc concrètement, on peut venir avec n'importe quel type d'objet à ce genre de vente ? Ah oui, tout à fait. Vous venez avec des bijoux, des pièces, des livres, des statues, même ce qu'on appelle, vous savez, des objets de curiosité, c'est-à-dire des objets rares et un peu bizarres. Hein. Ces experts, ce sont des généralistes. Donc vous pouvez venir avec ce que vous voulez. Et bon, bien sûr, si c'est l'armoire normande de votre grand-mère, c'est un peu compliqué. que vous voulez faire estimer, là, vous pouvez le demander, il peut venir chez vous. Évidemment, il s'agit d'une première estimation qui demandera parfois à être un peu complétée si l'objet est très rare, mais ça peut quand même aller très vite. Frédéric Ferrer, qui est clerc chargé d'estimation chez Rossini, n'a pas tergiversé longtemps pour estimer ce vase. Alors, donc c'est un vase en cristal, mais qui, a priori, n'est pas signé. Alors, les deux manufactures qui sont les plus recherchées, c'est Dôme et Lalique. Justement, on m'avait dit que c'était peut-être Dôme. Bon, donc en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est un vase qui se situe aujourd'hui à peu près entre 20 et 30 euros. Ah, zut, j'ai convenu, mais non, c'en est pas un. Voilà. Non, bon, mais honnêtement, Frédéric Ferrer, il met quand même les formes quand il explique tout ça. Oui, il le disait gentiment. Oui, il est gentil parce qu'il sait que ces objets, quand même, la plupart des personnes, elles y sont attachées. Mais comme il le dit, il fait une estimation clinique et l'affect, il met tout ça de côté. Hein. Mais alors, est-ce qu'au-delà de la valorisation purement financière, on apprend d'autres choses auprès d'un tel expert ? Oui, c'est ça l'intérêt. Il peut vous donner des conseils sur les objets qui ont la cote, par exemple, le marché du mobilier. C'est complètement sinistré. Donc l'armoire normande de Mémé, elle vaut rien. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec. Hein. C'est ça. Tout simplement parce que certains meubles, ils ont plus de valeur d'usage. Vous avez qu'à essayer justement de caser l'armoire normande dans une cuisine américaine. Vous allez voir, ça va être simple. Hein. Sinon, évidemment, l'expert a aussi accès à des bases de données qui lui permettent de tout savoir sur des artistes qui sont peu connus. Démonstration avec Frédéric Ferrer, qui en quelques minutes fait toute la lumière sur un objet qu'on vient de lui apporter. C'est de la pyrogravure en fait. Donc on a une scène orientaliste assez rigolote probablement d'un marchand qui essaie des babouches. Et donc il y a une signature en bas à droite que je décris comme étant Dracoub. En tous les cas, c'est assez ancien. Je ne sais pas si c'est dans les années 1800 ou 1900. Voilà, je sais pas si c'est tardif. Je pense que c'est vers 1930 ça. Peut-être un peu moins quand même. Vous voyez, je me suis connecté à notre base. Donc en fait c'est un pseudonyme. En fait c'est un peintre qui s'appelait André Bouchard. Voilà. Et donc c'est un artiste qui est né en 1880. Vous voyez. Donc on est probablement donc sur une œuvre, je vous dis, qui date de 1920-1930. Hein. Wow, il est fortiche quand même. C'est impressionnant. Hein. Ouais. Alors, je ne vous cache pas que beaucoup d'objets quand même avaient peu de valeur dans l'histoire, mais Frédéric Ferrer, il a quand même eu entre les mains cet après-midi où je suis passée, une ceinture en pièces d'or estimée à 3 500-4 000 euros, donc vous voyez, c'est pas mal quand même. Hein. Et alors, quand il va au domicile des gens, il tombe parfois sur des trésors totalement ignorés. Des personnes m'avaient appelé pour des livres qui se sont révélés sans grand intérêt. Par contre, il y avait au fond du salon un chef-d'œuvre de compagnon. Il y avait cet objet très décoratif que la personne m'a intitulé être le nid à poussière de la famille. Et en fait, j'aurais dit que ça, c'était quelque chose qu'il fallait absolument proposer à la vente. En fait, c'était une charpente avec à l'intérieur 3 petits escaliers. Ça s'est excessivement bien vendu. En fait, il y a eu une bataille folle d'enchères par rapport à des clients français et internationaux. Les gens n'en sont pas revenus. Alors Cécile, une fois que le bien est estimé, si on veut le vendre, comment ça se passe ? Alors la suite logique, c'est la vente aux enchères. Il n'y a évidemment aucune obligation, vous pouvez juste le faire estimer, mais l'intérêt, c'est qu'il va y avoir une concurrence et donc l'espoir de mieux vendre votre objet. Alors ça se passe concrètement, tout simplement, vous allez signer un contrat avec la maison de vente aux enchères qui fixe avec vous la mise à prix. Il faut savoir que l'objet se vend généralement un peu au-dessus de cette estimation, même 40% au-dessus en général. Hein. Et si votre objet ne trouve pas preneur la première fois, il peut être reproposé à la vente, souvent 2 fois. Et la maison de vente aux enchères, il faut le savoir, ne prend sa commission autour de 20%. Que, évidemment, si l'objet est vendu. Vous allez peut-être l'amener, votre tableau, Julia ? Pourquoi pas, je vais faire estimer. Merci beaucoup, Cécile, pour cette belle enquête. Je crois que je vais aller faire justement 2-3 tours dans mon placard. J'ai peut-être 2-3 vieilleries qui pourraient rendre Noël encore plus sympa, qui sait. En tout cas, je trouve ça très grisant, les ventes aux enchères. J'aimerais bien essayer un de ces jours.